avait dû écrire notre prénom sur le tableau noir. Et en fait, tout le monde l'avait écrit juste et moi, je l'avais écrit à l'envers, de haut en bas. Le point fort qu'on a, et qui est exactement le même que je conseillerais aussi dans l'enseignement, c'est de discuter. Vous êtes là aussi parce que vous vivez avec une dyslexique. Quels sont les effets au quotidien que vous constatez avec le regard extérieur Attention. Bienvenue dans Haut en couleur, le podcast de Motif qui accueille des personnes enseignantes, chercheuses, spécialistes ou en formation. Avec nos invités, nous aborderons des thématiques variées en lien avec l'enseignement. De la linguistique à la pédagogie, de l'accueil des migrants à l'économie, des arts à la psychologie. Nous construisons avec vous, chers auditeurs et auditrices, chers invités, un panorama des connaissances actuelles. Chères auditrices, chers auditeurs, on vous accueille aujourd'hui dans notre podcast de Motif. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux invités, Amanda Roduit-Auriol et Anthony Roduit. Amanda, vous êtes dyslexique et vous êtes aujourd'hui enseignante, éducatrice de l'enfance. Oui. Et vous êtes spécialisée dans la dyslexie, dysorthographie et HP. Vous êtes aussi écrivaine et puis vous avez fait votre bachelor en lettres. Et puis Anthony, vous êtes enseignant du secondaire 2 à Sion. Et puis vous êtes aussi confronté à la problématique de la dyslexie parce que votre conjointe elle l'est. Amanda, racontez-nous s'il vous plaît comment ça a commencé, comment vous avez découvert votre dyslexie. C'est mes parents. En fait, un des premiers réunions de parents de classe, on avait dû écrire notre prénom sur le tableau noir. Et en fait, tout le monde l'avait écrit juste et moi, je l'avais écrit à l'envers, de haut en bas. Et mes parents se sont posé la question. À ce moment-là, ils ont dit, mais pourquoi c'est la seule à avoir écrit comme ça son prénom? Et du coup, c'est resté longtemps un questionnement. Ensuite, quand on avait des devoirs de lecture, j'avais beaucoup de mal avec les le, la, des petits sons. Et ma maman, de plus en plus, elle s'énervait parce que ça l'inquiétait, elle ne comprenait pas. J'étais dans un âge où c'était normalement acquis. Et en fait, une des amies de ma sœur est très dyslexique. Et la maman a conseillé à ma maman de peut-être faire un diagnostic. Ouais. Et c'était à quel âge que vous avez écrit à l'envers sur le tableau? Je sais pas. On venait Moi j'ai été diagnostiquée à 13 ans, ce qui est tard. Okay. Mais l'écriture à l'envers, c'était bien plus tôt. C'était peut-être, je sais pas. Vers les 8 ans. Ouais, peut-être. Okay. Ouais, peut-être vers les 8 ans. Je pose la question parce que ça peut aussi être normal. Et c'est ça aussi qui retarde des fois les diagnostics parce que, en fait, tous les symptômes, ils font aussi partie de l'apprentissage normal. Et c'est aussi ça qui fait que ça retarde. Et puis, oui. Dans votre cas. Donc, vous avez été diagnostiquée à 13 ans. Oui, en fait, j'ai eu la logopédiste de l'école qui m'a diagnostiquée non dyslexique. Mais je me souviens, en fait, ces examens étaient... c'était où est le chat sur l'image. Et pour moi, c'était des exercices très faciles. J'ai pas fait d'exercices sur la lecture ou autre. C'était vraiment plutôt des pictogrammes où je vais dire droite, gauche. Et ça va encore. Ouais. Et c'est à 13 ans quand vraiment j'arrivais pas du tout à lire comme il fallait que ma maman, en fait, a pris le logo privé. Ah oui? Ouais. Et qui m'a diagnostiquée en disant que heureusement que j'ai été diagnostiquée à ce moment-là parce que sinon ça aurait été trop tard pour m'aider à sortir la tête de l'eau si l'on peut. Est-ce que ça a provoqué de retard dans les lectures, écritures par rapport à l'école ou vous avez réussi à compenser ça vous-même? Alors j'ai réussi à compenser ça. J'ai une enseignante spécialisée qui m'a dit que je devais avoir des traits d'eau potentiel pour réussir à compenser. Oh. Donc j'ai de la chance quelque vous part. Avez de la chance. Oui. Et
oui, j'ai été très très accompagnée en fait par ma famille, et puis moi j'ai aussi un mental qui persévérant. Mais ce qui m'a coûté, c'est que justement, je pense que c'est la confiance en moi, de pas savoir avant, de voir ma maman s'inquiéter, mes amis se moquer, ou je pense que ça n'a pas aidé en fait pour ma confiance en moi, et du coup ça a créé des lacunes au niveau de ça, je pense. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup émerger de personnes qui justement, dans le diagnostic tarde, il y a une perte de confiance en soi, il y a l'entourage qui se pose énormément de questions, qui s'inquiète, et c'est vrai que c'est un des sujets brûlants qu'on a de la peine à... On explique et puis on dit ben voilà, c'est normal, et puis il faut retrouver cette confiance, et je pense que c'est intéressant, merci de nous le partager, parce que c'est vrai que c'est un point qui touche beaucoup de familles, ce côté de mon enfant est dyslexique, mon enfant a de la peine, peu importe que ce soit au niveau d'un diagnostic ou simplement dans la pratique courante de l'apprentissage, et c'est vrai qu'on le découvre, c'est cette confiance-là qui est souvent des fois presque fondamentale pour pouvoir repartir, et la persévérance avec... grâce à vous, c'est ce qui a pu vous aider vraiment à aller au-delà, je pense. Oui, c'est exactement ça, et c'est vrai que c'est ce que je dis dans mes livres, parce que je explique en fait tout mon parcours, et je dis il n'y a pas que la lecture, il y a toute une manière de penser qui est différente, et des fois je me souviens qu'il y a certains exercices pour moi étaient logiques comme je les faisais, mais c'était pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, je me retrouvais à lire 20 fois la consigne, à pas comprendre ce que voulait le maître ou la maîtresse. Mais pour moi, elle était logique comme ça. Et je ne voyais pas la difficulté. Du coup, il y a tout ce côté de manière de faire qui est des fois différente de la norme, et qui aide pas non plus dans la confiance en soi, parce qu'on se dit, mais je suis pas plus bête, ou on comprend pas pourquoi. Mais c'est vrai que les consignes, je peux confirmer, même pour les personnes non dyslexiques, les consignes, pour avoir travaillé avec les enfants et avec les adultes, ça pose problème à tout le monde, aussi aux adultes. C'est pour ça que souvent, même les adultes, ils ont déjà appris à, comme c'est tellement difficilement lisible les consignes, ils ont l'habitude de les sauter automatiquement. Donc avec les adultes, quand je prépare à l'examen, j'insiste vraiment, lisez bien la consigne. Ça paraît évident, mais en fait, ça change beaucoup, évidemment. Donc je dirais que c'est un apprentissage à part. Mais moi, je me souviens d'un examen où il y avait un mot, je ne savais pas si c'était étant ou éteint, mais les deux mots dans la consigne voulaient dire quelque chose. Et je n'avais pas le droit de poser la question. Parce que le temps des questions était révolu, et moi je mettais plus de temps que les autres à lire, et du coup je me suis retrouvée avec cette phrase à tirer à pile ou face, savoir quel mot était écrit. Et ça m'est arrivé plusieurs fois ce genre de choses, et c'est vrai que je trouve ça, ils ne devraient pas, s'ils savent qu'il y a des 10, mais même pour les enfants qui n'ont pas de 10, s'il y a une question par rapport à la consigne, je trouverais important qu'ils puissent la poser, parce que des fois c'est pas de la triche, c'est juste la compréhension d'un mot qui peut tout changer, quoi. Oui. C'est vrai qu'il y a des consignes, il y a déjà, entre les consignes ambiguës plus les consignes avec des difficultés, parce qu'il y a des mots qui sont tellement proches ou qui sont difficilement distinguables, je comprends, oui. J'ai vu que vous avez bénéficié un peu plus tard justement à des moyens de plus... Vous mettez plus à disposition des questions, plus de questions et plus d'espace pour pouvoir les poser. Ça vous a vraiment aidé à se dire, avant le diagnostic, on vous interdisait les questions après un certain temps, ou même après le diagnostic, on vous interdisait toujours les questions? Ça dépend des profs. Il y a certains profs, ils rentraient pas en matière, et c'est comme à la HEP, j'ai voulu être enseignante spécialisée, mais on m'a pas laissé. Et puis ils me disaient que pour les examens, si on veut être prof ou enseignant spécialisé, on n'a pas le droit à des aménagements en tant que 10. Donc je me suis dit, je vais me tourner vers autre chose qui me passionne, et puis voilà. Mais du coup ça dépend du prof. Il y a des profs qui étaient pour dire, j'ai une prof d'anglais qui était complètement fermée, j'avais 2 de moyenne, et puis elle a fait un échange avec une prof australienne qui est venue à sa place pendant quelques temps. Ma moyenne est passée de 2 à 5, juste parce qu'elle était ouverte, et que si j'avais une difficulté, je pouvais poser la question. Et rien que ça, en fait, ça m'a débloqué. Il suffit des fois juste de voir que la personne en face, elle est ouverte à des questions. Et puis même des fois,
normalement, avec mon niveau de dyslexie, j'ai 1 heure en plus, normalement, dans les examens. Et de savoir que certains profs étaient OK que j'aie 7 heures en plus, je finissais des fois même avant les autres, le test. Parce que j'avais plus ce stress en fait, et du coup les blocages. Ouais. Donc les aspects de confiance, c'est vraiment quelque chose qui était fondamental pour vous dans l'apprentissage. Puis de savoir que la personne d'autorité, l'adulte, était là s'il y avait vraiment besoin, ça aide énormément. Vraiment, moi c'est ce qui me débloquait le plus. Plus même des fois que les aménagements, de savoir que je pouvais me tourner vers cette personne si j'ai une difficulté et qu'elle était OK de m'écouter, ça faisait presque 50% déjà. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des pratiques d'enseignants qui des fois n'ont pas spécialement lieu d'être, qui se sont améliorées avec le temps et qui sont bénéfiques. C'est-à-dire on a toute une partie maintenant où les enfants qui ont droit à des aménagements, on doit les mettre en place, mais il y a des pratiques qu'on peut appliquer à tout le monde. Typiquement, je sais qu'à l'époque, ce fameux temps de questions, vous avez 2 minutes au début de l'examen, vous pouvez poser des questions s'il y a des exercices que vous n'avez pas compris, après plus de questions, ça fait aucun sens. Je veux dire, même des élèves non dyslexiques, on peut très bien répondre à une question après 20-30 minutes d'examen, ça aide tout le monde, c'est pas du tout contraignant pour le prof. Et puis d'autant plus que les personnes qui sont dyslexiques en général en 2 minutes n'ont pas le temps de lire tous les exercices. Après, on peut aussi se poser la question, la personne, si elle n'est pas dyslexique, peut-être elle n'est pas diagnostiquée, mais même si elle n'a pas de dyslexie, elle a aussi le droit de ne pas comprendre la consigne. Exactement, et sous l'effet de stress aussi, ça se fait. Mais sauf erreur, aujourd'hui, dans les épreuves cantonales, les enfants, ils ont le droit de poser la question sur la consigne. Ça c'est bien. Ouais. Et puis, chez nous à l'université, quand on fait les examens, si les personnes posent des questions sur les consignes, on répond aussi. Parce que ça paraît... Et puis souvent, j'ai remarqué quand les personnes posent des questions sur les consignes, c'est vraiment l'effet de stress. Et puis si on ne répondrait pas, ça peut vraiment créer un blocage inutile. Ce qui est inutile aussi parce que c'est pas le reflet fidèle Pas du tout de une question de compétence. On sait juste qu'on a surstressé la personne, on l'a bloqué avec quelque chose, avec un truc simple. Et puis voilà, on répond sur la consigne. Mais typiquement, moi j'ai vu des examens de 3 heures à l'université où la dernière question a une erreur, les étudiants n'ont pas eu le temps de lire toutes les questions ou même d'aller dans la compréhension des questions. Puis au bout d'1 heure et demie d'examen, quelqu'un prend la dernière question puis dit « mais il y a une erreur grossière ». Puis on regarde comme fait « ah oui !» Il y a une erreur grossière, donc la question est annulée, surtout que c'est un examen donné dans plusieurs salles. Donc on a diffusé l'information et puis on a dit « bon, la dernière question est annulée ». Donc comme quoi ça vaut la peine de laisser l'espace aux personnes de poser des questions. Et moi, ce que j'ai adoré à l'université, c'est que, en fait, au collège ou au gymnase, je sais pas, ça dépend où on est, je réussissais pas mon certif, c'est le certif ? La maturité. J'avais pas réussi, j'avais des points négatifs, et puis en fait, il y a eu un conseil où ils m'ont autorisé à passer, avec pas mal de points négatifs. Et ils m'ont fait confiance pour aller à l'université. Et à l'université, en fait, moi j'avais histoire de l'art et espagnol. Et en fait, les examens d'histoire de l'art, c'était surtout sur la réflexion. On pouvait travailler l'examen à la maison et ensuite le développer aux examens pendant 4 heures. Oui. Et en fait, c'était tout. Comme il y avait la question principale, mais on la connaissait et que c'était surtout sur notre manière de penser et tout, l'examen était beaucoup plus facile pour moi parce que c'était d'autres capacités dont j'étais plutôt douée que de la lecture et puis l'apprentissage par cœur. Et je trouvais que l'Uni, heureusement qu'ils m'ont fait confiance parce que du coup les examens d'Uni que j'avais n'étaient pas du tout les mêmes qu'au gymnase ou au collège et ça, voilà, et c'est ça, des fois je me dis il faudrait faire confiance à certains dyslexiques s'ils n'arrivent pas forcément à avoir la maturité. L'Uni est quand même complètement différent en manière de réfléchir et Alors moi typiquement j'ai pas terminé la maturité ni le gymnase et puis j'ai recommencé à 30 ans les études parce que
justement, le système du par cœur qu'on développait au gymnase, collège, c'était pour moi typiquement en allemand, on devait apprendre des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages par semaine, mais impossible de me les mettre dans la tête. Et puis finalement, un enseignant justement m'a fait confiance, un enseignant d'allemand, je le remercie d'ailleurs, qui m'a dit ok, je vais t'en donner 3 fois moins que les autres, mais tu vas être pris au hasard 2 fois dans l'année et je vais te saquer si tu rates. Et à chaque fois qu'il m'a pris, j'étais au taquet, j'avais vraiment très bien appris, j'avais 3 fois moins de vocabulaire que les autres, mais c'était soudainement beaucoup plus facile d'apprendre. Bon, ça n'a pas suffi à me faire passer l'année, du moins cette année-là je l'ai passé, l'année suivante non, mais et puis a posteriori quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait histoire et informatique, et il y avait quasiment aucun par cœur, donc forcément on construit une réflexion, une démarche, et ça facilite vraiment les apprentissages de manière générale, et je pense aussi qu'il y a une forme d'autonomie qu'on n'offre pas forcément en classe, surtout il y a quelques années en arrière. Maintenant on sait que ça se développe gentiment, l'autonomie dans les classes, et les enfants prennent aussi à interagir dans le groupe, mais avant on était assis, vous avez je pense vécu la même chose, on est assis face à une table, on écoute un enseignant et on ne bouge pas de la journée, ou quasiment, et je pense que par rapport à des personnes qui ont des troubles, ou qui souhaitent d'apprentissage ou même des difficultés, cette façon d'enseigner, elle fait partie de l'enseignement, mais ça ne doit pas être exclusivement comme ça, ce qui permet de s'appuyer sur les forces et les faiblesses de chacun. Je ne sais pas quel est votre avis je suis d'accord. à ce niveau-là. Je suis complètement d'accord. Il y a des pratiques à l'époque qui sont peut-être un peu dépassées, où on considérait que l'élève était vraiment un bocal vide dans lequel on mettait les connaissances. Et il y a une partie de l'apprentissage qui doit se faire comme ça. On ne peut pas permettre à l'élève dès le début d'être directement dans la co-construction, parce qu'il lui faut certaines bases. Tout à fait. Mais on ne peut pas avoir cette façon-là de fonctionner tout le long. Il faut que ça évolue, il faut qu'il puisse co-construire, il faut qu'il puisse découvrir, qu'il puisse faire des erreurs et se rattraper. Et je pense que oui, on est arrivé maintenant dans une période où on a peut-être pris conscience de ça, et puis ça s'est développé petit à petit. C'est intéressant, vous dites il faut d'abord une base et ensuite co-construire. Moi je dirais exactement l'inverse. Moi je dirais d'abord co-construire, entrer dedans, comprendre et après rajouter. Et après déjà rajouter ce qui est un peu par cœur. Oui. Mais ça dépend peut-être des domaines, parce que vous enseignez. Moi j'enseigne l'espagnol et l'anglais. Ah, ok. C'est vrai que les deux fonctionnent en soi. Dans ma façon de faire, c'est plutôt il faut les deux et pas que un des deux. Après, c'est personnel. Moi qui suis très terre à terre, très organisé, j'ai toujours préféré avoir une petite base, apprendre quelques verbes au début, quelques chiffres, quelques mots de vocabulaire de base, et puis après, petit à petit, co-construire avec les élèves. Mais pour qu'ils aient une base commune sur laquelle on peut commencer à travailler. Et je pense en fonction des élèves, c'est un aller-retour. Peut-être que justement les élèves qui n'ont pas appris la première partie des briques, c'est dans la co-construction qu'ils vont piocher, et puis d'autres ils vont piocher dans la partie par cœur. Je connais des gens qui sont capables. Pour moi, réciter une poésie, c'est waouh, j'admire. Là, c'est pas facile les langues. Et au contraire, moi ça marche mieux la co-construction, mais je sais que d'autres personnes. Mais le par cœur, c'est exactement ce qu'il leur faut, et c'est comme ça qu'ils enregistrent les informations. Puis ensuite, à partir de ça, ils arrivent à construire. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir cette double dynamique, de pouvoir faire ces allers-retours entre ces deux étapes. Oui, moi, quand j'arrivais pas à avoir les bases, avec la logo, on reprenait les mots, et je devais, leur trouver une logique. Et du moment que moi, je leur trouvais une logique, j'arrivais à comprendre le mot. Mais c'est vrai que peut-être pour la norme, d'avoir la base avant, ça peut aider, mais c'est vrai que moi par exemple ça me perdait parce qu'il y avait une certaine logique qui n'était pas la mienne, que du coup il fallait que je trouve comment faire que cette logique devienne, que je me... Ouais, voilà. C'est exactement ce qu'on essaie de faire avec Color, parce qu'une fois on sait la couleur, à quel son elle correspond, on sait déjà, on est guidé parce qu'on sait où chercher, comment chercher. Donc l'idée c'est de donner un peu plus d'autonomie, de confiance, pour
que vous puissiez revenir en arrière. Ok, je ne sais pas comment écrire ce mot, mais je sais le prononcer. Il faut que je zoome sur les sons. Et puis ensuite, ok, j'ai ces possibilités. Ah ok, ça c'est déjà plus clair comme ça de me retrouver. Donc c'est exactement l'idée de donner une certaine logique, comment se retrouver à la place juste d'apprendre. C'est vrai que moi je pense que ma difficulté, ça serait la logique des couleurs par rapport au son peut-être, dans le sens où peut-être que moi le B je le vois plutôt de cette couleur que de cette couleur. Je pense que c'est là-dedans qu'il faudrait que je fasse un travail d'apprentissage. Tout à fait, mais oui, mais ça d'avoir fait partie, une base. Oui, non, ça fait partie de l'apprentissage justement. Ouais. C'est pas qu'on vous donne toutes les couleurs, puis on vous dit ok, retenez ça, ça et ça. Non, non, on fait des activités pour que ça prenne en fait. Et puis chez les enfants, c'est très rapide en fait. Et nous, en fait, quand on travaille avec ça, on sait que le plus important, c'est que l'enseignant se sent à l'aise. Parce qu'on sait que les enfants et aussi les débutants complets, les personnes qui apprennent, qui commencent le français, ils prennent les couleurs très facilement. Et voilà, nous on doit plus sécuriser l'enseignant qui va se dire je connais pas. pour éviter cette sensation. Ouais. On est toujours au niveau de cette confiance, la confiance et de l'apprenant qui étudie, l'apprenante qui étudie le domaine, et puis aussi l'enseignante qui va justement devoir avoir une certaine confiance pour pouvoir utiliser les outils. Et c'est vrai que nous on travaille beaucoup là-dessus, justement de renforcer la confiance aussi bien des élèves que des professionnels de l'enseignement qui justement acquièrent une confiance avec ces outils. Et c'est pour ça que non seulement on a développé les couleurs, mais qu'on leur a associé des noms pour faciliter la mémorisation. Et si maintenant on associe le son B à la betterave, c'est bon, la couleur elle est figée parce qu'on a un objet dans le réel qui permet d'associer. Et je prends le B parce que c'est vrai que le betterave est très... Tout de suite on a cette couleur en tête. Donc c'est bon, on dit B, betterave. En tout cas moi c'est comme ça quand je suis rentré dans le projet que j'ai mémorisé les couleurs, parce que c'est vrai que spontanément dire le N il est noir, tandis que il est noir comme un nuage, noir nuage, et puis ça reste et ça permet effectivement de rentrer. Et ça marche, on voit aussi bien par rapport aux enfants, eux spontanément ils y vont très vite, et pour les adultes quand ils apprennent, typiquement les personnes allophones qui apprennent le français en tant qu'adultes, on voit qu'il y a un petit exercice un petit peu plus long à rentrer dedans, mais souvent au travers de listes de mots ou de thématiques. Par exemple, une personne qui nous explique, une formatrice qui nous explique qu'elle va dans un magasin et puis elle dit « Donnez-moi tous les mots qui ont ce phonème », par exemple le son « on », et puis on va voir s'il y en a un qui s'associe à la couleur, et puis soudainement ces couleurs rentrent au travers de ce genre de pratique qui s'inscrit dans la vie courante. Et donc aussi pour les personnes migrantes de rentrer dans la langue. C'est vrai qu'à la logopédiste, nous en tout cas on utilisait beaucoup les couleurs et les images. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose moi qui me parle vraiment. J'ai l'impression c'est un outil, je trouve génial. Après, il ne faut pas oublier, là vous avez le tableau de référence final, disons. C'est-à-dire que vous l'utilisez quand vous maîtrisez déjà le système. Et on commence pas par là. Ça c'est plutôt l'objectif. Après, ça dépend bien sûr du cadre, du contexte, quels sont les publics à qui on enseigne, à quel stade d'apprentissage les personnes se trouvent. Parce que si c'est les enfants ou les débutants complets, mais de nouveau, ça dépend aussi beaucoup de l'enseignante. Parce qu'il y a des enseignantes qui disent « Ah non, moi j'ai peur de leur afficher tout de suite tout parce que c'est trop, ça va faire peur ». Il y en a d'autres qui sont OK avec ça, ils disent « Ok, j'affiche tout ça ». Parce qu'on est toutes conscientes que le français c'est compliqué, le chemin il est compliqué, on l'assume. Voilà, on affiche tout et puis on va chercher des petits chemins qu'on maîtrise peu à peu, qu'on élargit, qu'on découvre dans quelque chose qui est prédonné. Il y en a d'autres qui préfèrent construire à partir du tableau vide pour le remplir autour des activités qui sont partagées par la classe. Donc voilà, il y a tout qui est possible. Il faut regarder qui sont les publics, qui
sont les enseignantes, ce qu'elles préfèrent, parce qu'effectivement, et moi j'ai même une petite position que les enseignantes qui disent ah mais j'ai pas envie de leur faire peur, justement c'est mieux qu'elles ne fassent pas comme ça parce qu'elles transmettent la projection aussi. Oui. Voilà, donc moi-même j'ai fait pas mal de tests, j'ai pas encore vu de public qui était trop apeuré, et probablement parce que moi-même j'étais ok avec l'idée de faire comme ça. Moi j'avais une question, pourquoi il y en a certains qui ont des petits creux ou bien des arrondis et pas d'autres? Ouais. Donc là, on est parti sur des formes simples, mais on a quand même mis quelques repères mnémotechniques pour que l'enseignante et aussi l'apprenant puissent se retrouver dedans, si tout à coup c'est confondu, ou voilà, pour qu'on puisse, si j'ai oublié des couleurs tout à coup, pour que je puisse retrouver la logique, pour que je puisse calculer en fait ce que c'est. Et donc typiquement ça, c'est le nez, pour les nasales qui se retrouvent aussi dans les mains qui sont aussi nasales. Donc c'est vraiment pour visualiser le rappel que c'est le nez. Puis il y a aussi la logique de disposition. En haut, c'est tout ce qui est devant dans la bouche. I, U, M, N qui sont devant. Et puis en bas, c'est le bas, c'est derrière dans la bouche. Donc voilà, comme ça, je peux me retrouver au centre ou aux extrémités, voilà, pour que je puisse les calculer les uns par rapport aux autres en fait. D'accord, c'est trop bien. Oui, ces tableaux ont une grande richesse, en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et puis c'est pour ça que nous on donne des formations sur ces outils pour justement expliquer les différents niveaux de lecture qu'il y a de ces tableaux et comment on les a réfléchis, comment ils ont été conçus pour pouvoir justement faciliter l'enseignement et pour pouvoir offrir je reviens toujours un peu sur cette confiance de dire si j'ai oublié, comment je peux reconstruire la logique qui se cache derrière pour pouvoir parce que j'ai peut-être oublié qu'il y a tel élément, mais parce que tout le reste forme une cohérence, j'arrive à reconstruire l'élément manquant. Mais c'est très ludique et moi je dis toujours que quand les enfants ils ont des difficultés à apprendre, par le jeu ça marche bien. Et ça fait penser à un jeu avec toutes ces couleurs, toutes ces petits secrets, ces petits affinités, ces petits... J'aime bien. Le côté esthétique, on le soigne effectivement aussi, parce que je pense que c'est le ludique, mais aussi l'esthétique qui est important dans l'enseignement. Ouais. Mais d'ailleurs, il existe des systèmes de couleurs qui sont pour l'anglais et pour l'espagnol certainement aussi. Voilà. Mais qui ont d'autres logiques qui sous-tendent. Voilà. Anthony, comment vous avez atterri dans l'enseignement? D'où vient l'idée? Alors, l'idée vient depuis tout petit. J'avais 2 métiers que je voulais faire déjà quand j'étais à l'école primaire. C'était ou policier ou enseignant. Parce que déjà à l'époque... Quelle constellation! Alors, 2 métiers assez différents, mais déjà à l'époque, moi j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de facilité à l'école. J'avais aussi beaucoup de facilité. Et ça fait que tous les camarades qui peinaient à comprendre, j'adorais passer du temps pour leur expliquer d'une autre manière. Pour voir s'ils arrivaient à mieux comprendre. Alors au début, je le faisais plutôt comme un jeu en me disant, j'arrive mieux à expliquer que le prof ou la prof. Et puis finalement, en fait, j'adorais ça. J'adorais être utile, j'adorais faire en sorte que la personne puisse comprendre. Et puis petit à petit, j'ai suivi ce chemin. Alors j'ai changé par contre les branches. Au début, j'adorais les maths. Plus j'ai grandi, moins j'ai compris les maths. Et du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Par contre, j'avais énormément d'affinité avec les langues. Et j'ai adoré ça. Je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est d'une richesse de pouvoir découvrir des gens, des cultures, etc. Donc je me suis dirigé plutôt sur les langues. Est-ce que vous considérez que les maths et les langues c'est opposé? Pas du tout. Voilà, moi non plus. Mais j'avais pas la logique qui me permettait de me sentir à l'aise et en confiance avec les maths. Je le faisais parce que c'était une branche obligatoire, mais je prenais pas spécialement de plaisir. Contrairement aux langues. Ça vous a donné plus d'ouverture. Oui, effectivement. J'avais permis de rencontrer ma fille. C'est une bonne chose. J'ai aucune origine espagnole. En remontant dans les générations, je suis 100% valaisan.
J'ai adoré l'espagnol au gymnase ou au collège. Et puis j'ai continué, et puis on s'est rencontrés à l'université là-bas. Ce qui est intéressant, vous dites que vous aviez eu de la facilité à l'école. Oui. Et vous, Amanda, est-ce que vous arrivez à dire que vous aviez de la difficulté Parce que c'est quand même contradictoire, vous aviez des difficultés et des facilités en même temps, mais si vous deviez dire un mot, qu'est-ce que vous diriez? Moyen. En maths, j'étais très forte. De la facilité, donc. Oui, de la facilité dans la logique mathématique. Alors après, je faisais des mauvaises notes. Mais en tout cas, les exercices, j'arrivais à vraiment bien les gérer. Mais je pense que du coup, les examens, c'était à cause de la consigne que je perdais tous mes moyens. Et en français, en fait, moi, du moment que personne me disait que c'était faux, alors moi, je trouvais ça tout facile jusqu'à ce qu'on me dise non, c'est pas du tout, c'est pas du tout juste. Mais du moment où on a commencé à me dire ah non, c'est faux, je me suis dit ok, en fait, je suis nulle en français et je sais comment on peut m'aider. Et, Mais en fait, en français, la difficulté principale, c'était l'orthographe ou c'était quand même plus que ça? C'était vraiment la lecture. En fait, ma dysorthographie vient de ma dyslexie. Et pas le contraire. Parce que la logo m'avait dit que des fois, l'un est plus fort que l'autre. Moi, là, pour le coup, maintenant en tant qu'adulte, je fais très peu de fautes et j'arrive à corriger les fautes des autres. Alors, la dysorthographie, c'était une conséquence surtout de ma dyslexie. D'accord, donc vous avez toujours de la peine à lire. Oui. Et donc, mais comment vous faites? Vous lisez quand même enfin, quels sont vos rapports aujourd'hui avec la lecture? Alors, moi maintenant, je fais partie de la bibliothèque sonore romande. Ouais. Ils m'ont contactée. Alors, j'aime bien les livres audio, mais j'ai toujours été habituée à avoir le livre papier. Du coup, c'est difficile pour moi de juste écouter le livre. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'ils me lisent les livres que j'ai envie qu'ils me lisent. Par exemple, le soir, quand je suis fatiguée. Comme ça, je peux suivre. En fait, ce qui est difficile pour moi, c'est de déchiffrer les lettres et de comprendre le contexte. Et du moment que quelqu'un déchiffre les lettres à ma place, j'ai plus que le contexte. Exactement. Et du coup, moi, ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir le livre, mais quelqu'un qui me lit, en fait, qui me déchiffre les lettres. Donc, on fait comme ça surtout. Mais du coup, ça vous fait une lecture partagée? Oui. Ça fait une lecture partagée. Alors, on doit se mettre d'accord sur les livres, sur les livres qui ont des histoires qui nous intéressent les deux. Et puis après, j'ouvre, moi je lis. Et puis elle regarde par-dessus mon épaule. Puis comme ça, elle peut juste suivre. Elle n'a pas cette difficulté de l'orthographe. Ou pour je me souviens pour tout ce qui était les cours où j'avais beaucoup de lecture et que j'étais déjà aiguë ou que ce soit ma maman, souvent ils lisaient le livre pour moi. Ils me faisaient un résumé des choses importantes et ensuite moi j'avais plus qu'à faire les analyses, à vraiment être dans le fort du sujet. Et puis ça m'aidait beaucoup. Parce que c'était vraiment la lecture, moi, qui me posait problème. Alors je disais par exemple à Anthony, je disais est-ce que tu peux me lire ce passage et me ressortir les choses importantes? Parce que moi, ma difficulté, c'est ça. C'est que pour moi, tout est important et du coup, je perds des heures à savoir qu'est-ce qui est essentiel dans le texte. Alors lui, il me disait ça, c'est essentiel. Puis du coup, je pouvais prendre ces éléments et les analyser avec mon sujet et puis ça allait beaucoup plus vite en fait. Le chat GPT. C'est vrai? Le chat GPT avant qu'il n'existe. Et est-ce que après que Anthony ou quelqu'un d'autre vous ait lu un passage, la lecture devient plus facile ou au contraire, ou ça reste identique, le passage reste le même? Ça reste identique. Alors, je comprends peut-être mieux le sujet, mais en fait, à chaque fois que j'essaie de relire, c'est un autre mot qui est faux. En fait, je me perds dans la relecture. C'est souvent pour ça aussi que je me souviens de tout ce qui était les tests de rédaction ou de dictée, je relisais pas en fait. Parce qu'à chaque fois que je relisais, j'ai l'impression qu'il y a une autre faute ailleurs. Parce que justement, c'est comme si ça se balade les lettres dans les mots. Et du coup, les relectures, c'est plus difficile. Après, de savoir le contexte, ça m'aide un petit peu quand même. Hein. On va pas se mentir. Mais... Donc, ça fait que les livres audio, ça remplace pas entièrement. Parce qu'en fait, vous avez commencé en disant que à écouter en livre, c'est aussi difficile. Oui. C'était aussi de ça que j'avais ma question. Écouter en livre, c'est pas hyper simple parce que souvent, de loin, on peut penser que oui, difficile à lire, mais alors on n'a qu'à écouter. Mais écouter, c'est pas
un livre, c'est un texte dense. Et c'est pas facile de l'écouter. Il faut quand même se concentrer, je dirais, tout autant, il me semble. Oui. Alors pour certains disques, ça marche bien, mais c'est vrai que moi, du moment où j'ai pas le support, je pars vite dans mes pensées. Il suffit qu'il y ait un mot, une image, une phrase qui me fait penser à une image, je pars complètement dans mon imagination. Mais du coup, si c'est pas Anthony ni votre maman, si vous écoutez un livre audio, ça fait le même effet quand c'est une personne proche qui lit, ou pas forcément? Moi, je dirais pas forcément. En fait, parce que, par exemple, pour les livres audio, déjà, ça dépend de la voix. Voilà. Si c'est une voix où je suis pas... je sais pas comment il est. Oui, on accroche ou pas, Oui, ou bien ils glissent des mots. Par exemple, je sais qu'avec la dyslexie, des fois, quand c'est moi qui lis pour le plaisir, il y a des noms de villes ou comme ça que moi, j'ai l'habitude de prononcer d'une certaine manière, bonne ou pas bonne. Mais du moment que quelqu'un d'autre le prononce d'une autre manière et que ça me perturbe, j'arrive plus à me concentrer parce que je reste focalisée là-dessus et du coup, des fois, je lui demande de corriger sa lecture, par exemple. C'est ça qui est bien avec une personne présente, c'est que des fois, je dis « Ah, ça me va pas, comme tu as lu là, j'arrive pas à me le mettre dans la tête, est-ce que tu peux relire C'est souvent les noms de villes de personnages. Ouais. Typiquement, un personnage qui s'appelle Jonathan, elle l'aurait imaginé Jonathan. Ouais. Et du coup, elle me dit, est-ce que à partir de maintenant, le Jonathan, tu peux le prononcer comme ça et pas Jonathan jusqu'à la Du fin coup, je retiens pas sinon parce que pour moi, ce personnage n'a pas la tête à s'appeler Jonathan. Ça me fait penser effectivement avec Jason et Jason. Quelqu'un me l'a lu en Jason, puis là, non, j'ai de la peine. En fait, non, tu peux dire Jason parce que j'ai de la peine à voir. Je comprends bien. On décroche, après on part dans un imaginaire. Jason, on part sur la toile, en tout cas pour moi, la toison d'or. C'est exactement voilà. C'est pour ça. Alors, le livre audio, c'est super. Hein. C'est quand même vraiment bien, puis ça aide beaucoup de monde. Mais moi, comme je suis très pointilleuse avec moi-même aussi, j'ai besoin que ça soit pointilleux aussi de ce côté-là. Puis on peut pas dire à une personne qui a enregistré tout un livre de le réenregistrer parce qu'on n'est pas... Et quand vous écoutez un livre et vous le lisez parallèlement, est-ce que votre voix résonne avec l'autre ou est-ce qu'il y a une contradiction et c'est à cause de ça peut-être que vous n'arrivez pas à... Les voix qui ne s'accordent pas, ce qui fait que c'est difficile à écouter. Ça, j'arrive déjà mieux si j'ai le livre, même si c'est une voix que je ne connais pas. Parce que du moment où, par exemple, elle lit Jason, moi je corrige dans ma tête. Je dis, ah et c'est pas un problème. Et ça va. Okay. Mais du moment que j'ai pas le livre et que je peux pas faire ça, là c'est fichu. J'arrive pas à me concentrer comme il faut. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents d'enfants dyslexiques ou qui ne savent pas si les enfants ont la dyslexie ou pas? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Oui, de les soutenir, vraiment de pas être un obstacle en plus. Voilà, s'ils disent qu'ils n'arrivent pas, de dire ok, on va chercher ensemble. Parce que moi, mes parents, ma maman au début, quand elle savait pas, elle était très inquiète. Et du coup, c'était un obstacle en plus qui me bloquait. Et du moment en fait où j'ai le diagnostic ou des choses se sont mises en place, elle a été plutôt un gros soutien et même si j'arrivais pas à amener un 5 à la maison et que j'avais qu'un 4, elle me félicitait. En fait, c'est ça, c'est comme la confiance en soi. C'est si nos proches ont déjà de la bienveillance avec nos difficultés, même qu'on ne soit pas forcément encore diagnostiqué ou qu'on soit diagnostiqué, je pense que le plus important, c'est d'être soutenu. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'appui pour les enfants. J'étais dans plein d'associations et puis en fait on me donnait tout le temps les enfants avec un trouble. Au début je faisais pour tout le monde mais après on m'a spécialisée là-dedans en fait. Et ce que les parents me disaient souvent c'est que l'un des deux comprenait pas forcément les difficultés de son enfant et du coup ça crée des blocages dans la famille et puis pour l'enfant. Et ça serait le plus gros conseil, c'est de pas être... si l'enfant il dit qu'il a des difficultés, de pas dire mais non ça a passé et de chercher avec lui. De pas minimiser, ouais. Voilà. Parce que moi ça m'a énormément aidé. D'ailleurs mon papa avait découvert qu'il était dyslexique le jour où on m'a diagnostiqué moi-même.
Donc pour lui, ça a aussi été un... Ah bon, ben alors j'étais pas bête tout ce temps. C'est vrai qu'il y a des découvertes tardives de dyslexie parce que pour les générations de nos parents, c'est vrai que c'était quelque chose... On en discutait lors du premier épisode du podcast avec l'enseignante qui disait elle était vue des fois un petit peu comme la personne bête au fond de la classe, elle comprendra jamais rien, et puis alors qu'en fait c'était un trouble de la dyslexie, et c'est bien plus tard quand elle a vu les effets sur ses enfants que en fait a posteriori ils ont dit vous souffrez de la même chose. Et je pense que aujourd'hui on espère en tout cas promettre aux enfants une meilleure prise en charge et un meilleur soutien parce qu'on a découvert toutes ces problématiques d'apprentissage et que nous maintenant notre génération des 30-40naires on est bien au courant et puis plus ça avance mieux c'est, et qu'on espère que les enfants d'aujourd'hui puis souvent, en tout cas on pense que c'est le bilingue. Enfin, mon papa par exemple, lui il parlait catalan à la maison. Du coup les profs mettaient ça sur le compte il est étranger, du bilinguisme, et qu'il a des difficultés en français parce qu'il est bilingue. Alors qu'en fait pas du tout, c'était vraiment la difficulté à la lecture, qu'il n'arrivait pas à assimiler les lettres. Et du coup je suis d'accord. Maintenant, il y a plus de choses, j'ai l'impression. On a de la chance. C'est plus connu et c'est plus intégré dans le système scolaire. Ce qui fait que les profs sont plus au courant et ils sont d'accord, même s'ils n'ont pas le choix, mais ils sont d'accord de mettre en place des aménagements. Chose qu'avant, c'était juste une personne qui était moins capable que les autres. Et puis c'est tout, puis ça s'arrêtait là. Donc on était au fond pour qu'ils ne dérangent pas. Et puis on se concentrait sur ceux qui étaient devant. Oui, et puis ce qui me fait rire, c'est que maintenant il y a cet aménagement de l'ordinateur que moi par exemple ne m'aide pas du tout, parce que j'ai appris à faire sans, et du coup de m'avoir mis cet aménagement là pour mes dernières études, au début il a été très difficile pour moi de m'adapter à ça, parce que plutôt qu'une aide, c'était je devais me réadapter à quelque chose que j'avais jamais connu. Donc je trouve bien qu'ils commencent jeunes avec cet ordinateur, parce que c'est une grosse aide. Par exemple, les dyslexiques, on a plus de facilité à lire quand c'est comme ça que sur la table. Et du coup, leur dire rien que ça aide. Donc moi, à l'époque, j'avais un petit chevalet avec le texte et puis de l'autre côté, les questions. Mais il y a certains aménagements, je me rends compte qu'ils vont pour des 10, mais pas pour d'autres. En fait, c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est qu'on a tous nos propres difficultés. Et moi, ce que je conseille aux familles, aux enseignants qui me disent « mais on fait quoi alors ?» Je dis « discuter avec l'élève. » Il faut discuter avec l'élève et puis regarder ce qui y va. S'il ne sait pas, tester des choses plutôt générales. Mais il va il y a forcément quelque chose qui va lui convenir. Mais des fois, c'est juste qu'on a la difficulté à trouver tout seul, à formuler, Je dirais... moi, c'est ça, c'est le conseil, c'est de discuter avec la personne, en fait, qui a la difficulté. Pour moi, c'est le principal, quoi. On peut dire, presque, pour reprendre la terminologie, dire qu'il y a vraiment un spectre de la dyslexie, comme il y a un spectre de l'autisme, avec vraiment des difficultés qui peuvent être tout à fait variées et avec des effets, comment dire, je ne veux pas utiliser le terme exact parce qu'on parle aussi de comorbidité, mais je trouve ça absolument horrible. Neuroatypique, je préfère. Et puis, c'est une comorbidité qui m'est venue en tête et j'aime pas du tout le terme parce que c'est absolument, c'est dommage d'utiliser ce terme-là, mais qu'il y a il y a différents facteurs avec différents troubles qui fait qu'il y a des effets qui se renforcent, il y a des effets qui se diminuent. On parlait du haut potentiel qui permet de compenser un peu, par exemple, aussi bien sur la dyslexie ou les troubles de l'attention avec des personnes qui peuvent justement compenser certains effets par d'autres parce qu'il y a d'autres choses qui derrière. Donc, je trouve intéressant d'avoir ce retour-là, de vraiment dire il y a des difficultés qui sont variées, c'est à travers le dialogue, c'est à travers l'adaptation des outils qu'on trouve des solutions et que c'est une relation individuelle au savoir, aux connaissances, à l'apprentissage. Et puis c'est dire aussi que certains de nos troubles nous aident. Par exemple, moi j'ai été diagnostiquée avec le spectre autistique il y a 1 mois. Et je me rends compte, mon voile social est beaucoup plus élevé que la moyenne des autistes. Mais je pense que c'est parce que j'avais des difficultés avec la dyslexie.
Et du coup, j'ai dû m'adapter dans la classe et tout, et ça m'a aidé à pallier un peu l'autisme. Je pense que ça, voilà, les troubles, alors oui, c'est des troubles, mais je pense qu'ils aident à, des fois, survivre avec d'autres troubles. Mais il faut avoir de la chance. Oui, La ça bonne c'est vrai. combinaison. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Oui, je vous propose de faire les questions flash. Oui. Je vous propose 2 termes et puis vous choisissez un qui vous est plus proche. Ok. Talent ou assiduité? Assiduité. Talent. Erreur ou perfection? Perfection. Erreur ou perfection? Oui. Dans quel contexte? C'est dur. Perfection. Ouais. Vite ou lentement? Vite. Lentement. Bien se préparer ou improviser? Improviser. Bien se préparer. Être flexible ou insister? Être flexible. Être flexible. Toi, t'es pas du tout vrai, ça. Toi, t'insistes. Poésie ou prose? Prose. Prose. Écouter une histoire ou raconter une histoire? Raconter une histoire. Jouer un spectacle ou regarder un spectacle? Jouer un spectacle. Jouer un spectacle. Ok. Musique classique ou autre genre musical? Autre genre. Avec l'autisme, je dirais classique, mais Autre genre. Autre genre. Ok. Écrire à la main ou taper à l'ordi? Écrire à la main. Taper à l'ordi. Merci. En fait, l'improvisation théâtrale, c'est pour ça, je pense. Théâtre. Mais c'est intéressant, vous dites écouter une histoire, mais jouer un spectacle. Donc, c'est pas du tout la même chose, visiblement. Anthony, vous pourriez nous donner des conseils pour les enseignantes de langue? Je pense que je vais rejoindre ce qu'a dit Amanda, discuter avec l'élève directement. Alors, effectivement, on a à chaque fois des personnes ressources dans l'école qui s'occupent de regarder les certificats, de ensuite transmettre à tous les autres enseignants et enseignantes les aménagements qui doivent être mis en place. Donc ça, c'est une très bonne chose de dire, ben voilà, tel élève, il aura le droit à un temps supplémentaire, plus une police d'écriture plus grande, plus telle et telle chose. Mais ça change pas le fait qu'on peut tout bêtement discuter avec l'élève. Moi, j'ai des élèves qui me disent, ben, moi, j'ai pas besoin d'une police plus grande, j'ai juste besoin de plus de temps. Ouais. Il y en a d'autres qui me disent, ben, moi, j'ai besoin d'une police plus grande, est-ce que vous pouvez mettre telle police spécifique? Moi, ça me change strictement rien. D'ailleurs, la plupart du temps, et c'est ce que je disais avant, il y a des pratiques qu'on peut faire pour l'ensemble de la classe. Ouais. Tout bêtement laisser du temps pour poser des questions, n'importe quand dans l'examen, ou faire l'examen avec une police d'écriture pour tout le monde. Plutôt que de faire un Arial 12 et puis que pour la personne qui a un trouble en century gothique, on fait pour century gothique pour tout le monde. Pour les autres, ça leur change rien. Des fois, c'est même plus agréable. Oui. Et puis pour la personne qui a le trouble, comme ça, elle est contente directement. Mais si on parle de manière plus générale, quels sont vos secrets d'enseignant de langue? Si on ne parle pas de dyslexie, mais en général, comment vous faites? Proche des élèves. Proche des élèves à leur écoute. C'est la manière. Moi, j'essaie de ne pas jouer un rôle. Je suis dans la vraie vie exactement comme je suis en classe. Donc, proche des élèves. S'ils ont des difficultés, ils savent qu'ils peuvent venir m'en parler. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, ben, je prends le temps, je réexplique. C'est exactement ce que je faisais quand j'étais petit avec mes camarades de classe, quand je leur réexpliquais. C'est trouver des moyens pour qu'ils arrivent à comprendre. Et puis voilà, si on prend du retard, ben, c'est pas grave, on récupérera après. Et puis s'ils ont compris, tant mieux. Mon but, c'est vraiment, plus tard, évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord de dire que 20 ans après, on a oublié peut-être 80% de ce qu'on a vu à l'école. Il n'y a pas toutes les branches qui nous étaient utiles de la même manière. Par contre, on se rappelle des profs. On se rappelle de tel prof qui était très gentil, on se rappelle de tel prof qui était vraiment
difficile à vivre, il y avait des examens compliqués, etc. Et moi, mon but, c'est que dans 20 ans, les élèves se disent « Ah, bah, monsieur Roduit, c'était cool, les cours étaient sympas, il était gentil avec nous, etc. » Et puis après, ceux qui ont continué là-dedans et qui ont gardé le savoir, tant mieux. C'est vraiment être proche des élèves. Oui, j'avais une question par rapport aussi au début où on a discuté, quand vous vous êtes présenté, Anthony a dit vous êtes là aussi parce que vous vivez avec une dyslexie. Quels sont les effets au quotidien que vous constatez avec le regard extérieur on a déjà vu, alors sans rentrer forcément dans les détails, mais de dire voilà, on a senti un peu déjà dans le quiz flash, vous avez des points de vue qui sont différents et c'est normal, mais à quel point des fois ça peut, par rapport à la dyslexie, ça peut avoir des effets sur la vie quotidienne et de votre point de vue, puis ensuite du vôtre, Amanda, comment vous voyez ce retour-là aussi par rapport à la vie de tous les jours? C'est très drôle parce que je pense que le point fort qu'on a et qui est exactement le même que je conseillerais aussi dans l'enseignement, c'est de discuter. Et puis moi j'ai une façon de fonctionner où je suis très dans le faire, il faut que ce soit optimisé, que ça aille le plus vite possible, que s'il y a un temps mort, on trouve quelque chose à faire pendant ce temps mort, il faut que ce soit tac 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 tac. Et puis elle a besoin de plus de temps, elle a besoin d'un temps aussi pour elle, pour déconnecter un peu s'il y a eu trop de stimulation, elle a besoin de plus de temps par exemple pour lire. Donc première chose, discuter, et c'est très rigolo parce que c'est souvent le soir que ça apparaît. Plus le matin elle est en pleine forme, elle est encore à 100% de son énergie et de sa concentration, le soir moins. Donc dès qu'il faut discuter, des fois les mots se mélangent, elle me dit des phrases et puis à la fin la phrase ne veut plus rien dire. Donc on commence à éclater de rire et puis je dis reprends. Elle dit attends, il faut que je me concentre sur le mot et puis elle cherche le mot et après elle me le redit. Ou typiquement elle veut lire, voilà, j'avais pas spécialement envie de lire, j'avais peut-être envie de regarder une série, mais ça lui fait plaisir, c'est un moment qu'on partage et puis du coup je lis. C'est plus dans la lecture et le parler qu'on voit la dyslexie. Puis comme elle a été diagnostiquée TSA il y a un mois, il y a tout un autre pan de la vie de couple qui est plus lié à ça, au TSA, le fait qu'on doit préparer le trajet, qu'on doit prévoir déjà quelles activités on doit faire, qu'on doit visualiser déjà les choses avant. C'est une façon de faire différente, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça change plus grand chose. Puis ce que je veux dire, le diagnostic, est-ce que ça a changé ce point de vue-là ou finalement c'est juste non. Ok, il y a un nom dessus encore et puis voilà, puis c'est sur les habitudes, de toute façon ça change pas les habitudes de tous les jours, c'est juste. Moi ça m'a changé parce que j'étais tout le temps anxieuse en fait, tout le temps anxieuse au quotidien. D'ailleurs j'ai un collègue qui est aussi 10 qui m'a dit Amanda, en fait toi t'as peur de la vie. Je dis c'est un peu ça. Et depuis qu'on m'a diagnostiqué avec le spectre autistique, j'arrive à relativiser, à me dire bon, ça vient de là, alors ça me déstresse. Et je pense que ce stress, il n'aidait pas non plus pour la dyslexie. En fait, j'avais un double stress. Et de là, en tant qu'adulte, je me dis bon, je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Puis d'avoir été diagnostiquée autiste, ça m'aide maintenant aussi au quotidien pour prendre les choses plus sereinement. Me dire bon, si je suis stressée, c'est parce qu'il y a ça. J'y peux rien, mais du coup, je vais faire avec. Et ça calme. Je dirais que c'est ce côté-là qui a changé. Ça change pas parce qu'on avait déjà mis plein de choses en place en amont. Bon, toi, t'es comme ça, alors c'est... Ça c'est peut-être à cause de mon côté à moi qui voilà, si ça fonctionne pas indépendamment d'un diagnostic ou pas, on va pas attendre un diagnostic pour mettre des choses en place. On met déjà des choses en place. Donc ça l'a aidé elle pour se sentir mieux, de se sentir comprise et elle comprend enfin ses réactions. Mais on avait mis déjà tout un panel de choses avant en place qu'on garde. Et du coup ça change pas. Puis moi je vais retourner la question, qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui n'est pas dyslexique et qui partage pas forcément les mêmes points de vue à ce niveau-là? Moi j'adore, c'est hyper enrichissant dans nos discussions. Or, on a de la chance, on a un couple qui ne se disputant jamais. En fait, tout est dans la discussion. Ça arrive qu'on se chamaille, mais c'est très rare. On se hurle jamais dessus parce que de base, on est deux personnes qui n'aiment pas ça. Et du coup, dès qu'on a une divergence ou comme ça,
ça enrichit nos discussions en fait, parce qu'on argumente et du coup on essaie de comprendre le point de vue de l'autre. Et du coup, je dirais que de ce côté-là, c'est hyper chouette. C'est hyper enrichissant en fait. Et il est très très ouvert aussi à mes difficultés. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance entre ma famille et lui, sa famille, ils sont tous très ouverts aux difficultés. Et j'ai l'occasion toujours de verbaliser quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je suis pas vraiment en difficulté au quotidien. Je dirais plutôt, c'est avec moi-même des fois que je suis fâchée parce que je sais que j'ai atteint ma limite avec la fatigue et que j'arrive pas. Et du coup, ça me frustre. C'est plutôt mes propres frustrations qui sont dures à vivre. Mais lui, il est toujours là pour dire mais c'est pas grave. Donc c'est plutôt avec moi-même que je trouve des fois difficile de vivre avec moi-même quand je suis fatiguée ou que les difficultés, je me rends compte que j'arrive pas à passer au-dessus. Mais sinon, je dis plutôt que je suis vraiment soutenue, quoi. Et du coup, c'est agréable. Je me sens bien, je me sens en sécurité dans ma famille, en fait. C'est vraiment chouette. Bah merci, en tout cas c'est chouette à entendre et effectivement ça donne aussi de l'espoir aussi à beaucoup de personnes qui ont des difficultés, surtout les plus jeunes, et puis les parents qui constatent un peu que leurs enfants ont une manière de fonctionner qui est différente, mais je pense qu'on a chacun aussi une manière différente de fonctionner. D'ailleurs, c'est quelque chose sur un sujet qui m'intéresse, c'est par rapport aussi aux chiffres. On voit qu'on dit qu'il y a une augmentation des dyslexiques, mais est-ce que c'est pas plutôt qu'il y a une augmentation du fait qu'on arrive à identifier des gens qui se comportent différemment, et c'est normal que maintenant, une phrase, j'ai envie de dire un peu un cliché du c'était mieux avant, ou maintenant tout le monde a un diagnostic, et je pense que plutôt c'est qu'on commence à mettre à plutôt reconnaître les individualités et voilà, les individualités, ce que je voulais essayer de dire, c'est que les individualités émergent et puis qu'on arrête de faire des généralités. Et je pense que c'est intéressant. En tout cas, merci d'être là pour pouvoir en parler. Et puis aussi, au travers de vos livres, je voulais revenir aussi, on n'a pas peu parlé des 2 livres que vous avez écrits, Confession d'une dyslexique, partie 1 et 2. Et qu'est-ce que l'écriture de ces livres, parce que en tant que dyslexique, on dit écrire, pour certains ça résonne un peu particulièrement, où ça vous a amené d'écrire ces livres, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur votre vie d'avoir finalement couché votre expérience par écrit? Une victoire en fait. Je sais, c'était l'apogée de ma victoire, parce que ça a été très dur la dyslexie à l'école et tout ça, et de réussir à écrire. Et puis en fait, j'avais écrit pour moi au début, puis j'ai fait lire à ma maman et à une prof à l'Uni, je faisais un atelier d'écriture. Moi, j'adore écrire depuis toujours, même si des fois c'était incompréhensible. Et quand j'étais petite, justement, j'avais des TOC, mais je pense que ça c'est plutôt le TSA. Et ma maman m'a toujours dit, écris, si ça te permet d'apaiser tous ces TOC. Alors moi j'écrivais, puis un jour je suis rentrée de l'université en pleurs, et ma maman a dit, mais écris tes expériences en tant que dyslexique. Et du coup j'ai écrit pour moi, j'ai fait lire à ma maman, après j'ai fait lire à cette prof à l'Uni, et puis elles m'ont toutes deux dit, mais c'est incroyable, on se met dans ta tête, il faut qu'on publie ça. Et du coup on est allé au salon du livre de Genève. Je suis tombée sur une petite maison d'édition qui a été d'accord de prendre mon écrit pour le lire. Alors ça c'était dur, parce qu'au début on est allé dans un stand, une maison d'édition spécialisée dans tout ça, et ils m'ont dit qu'ils ne publiaient pas les écrits de spécialistes, qui sont non spécialistes. Et ça m'a énervée, je me suis dit, mais qui est plus spécialiste que la personne qui est en train de vivre la chose? Je ne comprenais pas, je me suis dit, mais ils ne l'ont même pas lu, ils ne savent même pas. Et du coup, c'est une autre petite maison d'édition qui, 2 ans après avoir lu mon texte, m'a dit, on veut vous publier. Et du coup, le premier livre, il parle vraiment de mon parcours depuis petite, avec le diagnostic et l'université, en fait, tout mon parcours scolaire. Et le deuxième, c'est plutôt mes difficultés à l'oral et la manière de penser qui est différente aussi. En fait, ça touche pas que l'aspect lecture, c'est tout un monde. Comme n'importe quel trouble, ça impacte beaucoup de choses. Et c'était vraiment, d'avoir écrit les livres, ça a été vraiment une victoire. Parce que j'ai plusieurs mamans qui m'ont écrit, j'ai mon adresse mail dans les livres.
Et j'ai plusieurs mamans qui m'ont écrit en disant j'ai lu avec mon fils ou ma fille et il a réussi à me parler de choses qu'il n'arrivait pas à me parler. En fait, ça a débloqué plein de choses et de voir que en fait, j'ai pu aider. Alors, c'était oh là là, j'ai réussi à dompter mes difficultés pour aider d'autres personnes. Et c'est vrai que il a été utilisé dans plusieurs classes, le livre. Il est dans des bibliothèques. Maintenant, je fais avec un collègue ou des fois mon mari des ateliers pour sensibiliser les enfants. Ça m'est arrivé souvent, 2 ou 3 fois d'aller dans des classes où c'était la demande d'une maman que son enfant avait des difficultés à aller en classe, puis ils avaient besoin que je fasse un atelier pour expliquer aux autres enfants, sans nommer l'enfant qui avait des difficultés. Moi, j'ai dit, je nommerai jamais l'enfant qui a des difficultés, mais ce qui est magique, c'est que les 3 interventions que j'ai faites, l'enfant qui était visé, entre guillemets, a pris la parole. Et du coup, il disait, ah oui, moi j'ai ça. Puis après, même les autres enfants disaient, ah moi j'ai cette difficulté-là, qui n'avait rien à voir avec la dyslexie, mais du coup, en fait, le but des ateliers, c'est qu'à la fin, avec la classe, on discute de qu'est-ce qui pourrait aider, en fait, les camarades à mieux vivre cette situation à l'école. Et en fait, ils ont des idées incroyables que même nous, on pense pas. Et ça, franchement, c'était des ateliers, j'adore faire ça parce que c'est des ateliers où on crée la cohésion de manière spontanée et ça devient vraiment des moments géniaux en fait. Du coup, d'avoir écrit les livres, ça m'a permis d'entrer là-dedans, dans ces ateliers et d'être légitime à faire... les animer, Et puis on a aussi, avec mon collègue, animé pour les formateurs d'apprentis. Maintenant, on peut même personnaliser les ateliers et un atelier qui m'a particulièrement choquée, c'était avec des profs. Alors, il y avait 1 heure où c'était le logo qui expliquait de manière très théorique et moi, j'avais 1 heure pour expliquer mon expérience et on a eu un retour des profs. Alors, au début, j'ai eu peur parce que la personne qui a organisé a dit c'est pas des très bons retours. Mais quand on a lu, en fait, les bons retours, c'était mon intervention. Et il disait qu'en fait, la logo, ça m'a fait de la peine pour elle, mais ouais, c'était trop théorique, en fait. Et que moi, c'était vraiment du concret. Et ça m'a vraiment... En fait, je me suis dit, ok, alors je fais pas ça pour rien. Ça aide. D'ailleurs, avec cette logo, en fait, elle nous mettait tous dans le même panier. Quand elle expliquait des difficultés, moi, dans ma tête, je me disais, mais j'ai pas du tout ces difficultés-là. Alors, ça a été dur pour moi, mais très enrichissant en même temps, cet atelier. Mais oui, alors je me rends compte que les gens ont besoin de concret en fait, d'avoir des pistes vraiment pour aider. Et pas, je crois que les gens ont compris ce qu'est la dyslexie, ils savent que c'est une difficulté, voilà, mais je pense qu'il faut juste les aider à savoir comment gérer ça. Et c'est le but vraiment des ateliers, c'est d'expliquer, enfin de donner des outils. Après, on n'a pas la solution absolue, mais... l'outil principal, c'est de discuter tout le temps avec la personne qui a la difficulté. Et de là, on arrive à faire plein de choses, en fait. C'est vrai que les gens sont très demandeurs. Quand elle fait ses ateliers, ça peut être soit des parents qui disent « mais comment je fais avec mes enfants ? Donnez-moi des pistes concrètes que je peux mettre en place à la maison. » Comme des profs qui disent « voilà, on a eu plein de fois des ateliers avec des professionnels qui nous expliquent théoriquement ce que c'est. On a bien compris. Mais comment concrètement je peux mettre en place dans ma salle de classe avec mes élèves ?» Et puis ce qu'elle raconte dans les livres, c'est toutes les petites anecdotes de ces moments de vie de manière drôle, pour pas que ce soit un livre justement où les gens s'apitoient sur leur sort. Et puis par contre plein de petites aides, voilà, la police d'écriture, plus de temps, relever la feuille, à la maison, trouver des moyens avec les couleurs, trouver des moyens en chantant. Donc c'est toutes des astuces qu'après les gens, une clé en main que les gens peuvent prendre et appliquer. C'est quelque chose, quand je disais les appuis qui m'a marqué, c'est que des fois j'ai des mamans qui disaient bonne chance parce qu'il a rien envie de faire et du coup de partir de ça devant l'enfant, elle me disait bon. Après je sais pas si c'est aussi ma carrière en tant qu'éducatrice qui me dit c'est pas la bonne chose à dire. C'est pas la bonne approche. Mais du coup ce qui aidait beaucoup c'est que je me fâchais jamais parce que j'ai aidé des 10, j'ai aidé des enfants qui avaient du potentiel,
du trouble de l'attention. Et puis en fait, ce que je faisais, c'était pas les gronder et dire maintenant on se concentre, mais c'était, je voyais qu'ils partaient dans d'autres choses, c'était de prendre cette autre chose et de la mettre en fait dans l'apprentissage. Et on a créé plein de jeux où j'ai un enfant qui a le trouble de l'attention. À chaque fois qu'il marquait avec un papier dans son verre, il devait me dire un mot, ou bien un autre faisait des mémories avec l'allemand et le français. Puis il n'avait pas envie d'être le seul à apprendre, alors je me mettais en difficulté, puis on jouait ensemble à voir qui gagnait. Enfin, j'essayais d'adapter en fait la difficulté à l'apprentissage. C'est pour ça que je dis des fois il suffit juste d'observer et de voir là il n'est pas du tout dans le truc, alors on va ou bien de discuter de ce qu'il a envie, puis dire on peut revenir gentiment là-dessus. Enfin, c'est vraiment après je pense que c'est pas j'ai des troubles moi-même que je me dis que c'est simple pour moi de faire ça, mais les parents aussi qui ont besoin d'aide ou comme ça, de pas prendre et de voir comme une corvée, mais plutôt de dire on va essayer de créer un jeu autour de ça, ou de essayer de, parce que sinon ça crée des blocages. Moi au début ma maman c'était des blocages, des apprentissages. J'ai eu du moment où elle a aussi eu la logo qui lui expliquait des choses. On a créé une sorte d'apprentissage unique à nous, qui m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai qu'il faut de l'aide, il faut que quelqu'un puisse accompagner ça. Et moi, j'adorerais faire de l'appui pour ça. Ouais. De la bienveillance. Oui. Ouais. Je pense que si j'ai envie de dire un petit peu la conclusion un peu de cette rencontre qu'on a fait avec vous, c'est cette confiance, cette amener l'autre vers plus de bienveillance, plus dans la discussion, la co-construction, et qu'il y a effectivement, on l'a vu, des étapes qui sont d'apprentissage fondamentaux, mais qu'il y a cet aller-retour entre l'apprentissage fondamental, les briques de base et la co-construction pour arriver à quelque chose. Et je pense que c'est dans ce dialogue, dans cet aller-retour, dans cette bienveillance j'ai envie de prendre l'image du château de sable où on commence à le construire une fois, il s'effondre, puis on le reconstruit, puis en fait on a une base au départ et puis ça avance progressivement. Je ne sais pas si l'image vous parle, mais il y a cette bienveillance-là d'échec, essai, erreur, et on progresse et on avance main dans la main finalement. Je l'entends à travers l'expérience que vous avez eue avec votre maman qui vous a amené, avec Anthony où vous avancez dans le dialogue, mettre en place certaines solutions. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais c'est normal, c'est un parcours de vie. Oui, et puis les troubles, moi j'adore la systémique. J'ai appris en cours, et de me dire qu'il y a le problème, mais il y a tellement d'éléments autour qui peuvent aider à balancer la chose. Et c'est pas que le problème, si l'enfant il est bien accompagné, qu'il a au moins là chez lui c'est sécurisé ou comme ça aide déjà à ce que le problème soit moins lourd moralement, psychologiquement pour l'enfant. Ou bien si il fait des 3, que moi je faisais des fois des 3, j'avais beau travailler une semaine à l'avance parce que j'avais des devoirs en avance, à un moment il me disait t'as fait de ton mieux, c'est pas grave, t'es meilleur dans ça, et rien que ça permet de pas culpabiliser, puis de mettre des barrières pour plus tard. Donc oui, la bienveillance, la systémique, là, tout. En fait, il y a tellement de choses qui se jouent plus encore que le problème lui-même. Oui. Je me dis, il y a tellement d'éléments qui peuvent jouer un rôle là-dessus, qui sont complètement, on ne pense pas, et des fois c'est bien de peut-être sortir de problème, mais voilà, avoir du recul et dire si ça marche pas, on peut essayer un autre pan de la vie de cet enfant, même peut-être le sport ou un hobby, puis d'essayer d'intégrer ça dans l'apprentissage de manière plus globale, et puis pas d'avoir une vision juste ponctuelle sur il a des difficultés de lecture. En fait ça touche à tous les aspects de la vie. Mais c'est pour ça la confiance en soi, je pense que dès le plus jeune âge, si on la brise, c'est très dur en fait après de la reconstruire, mais je pense pour tout le monde. Alors, en plus si on a une difficulté, c'est très... Moi j'ai mis longtemps, et c'est vraiment en finissant ces 2 livres et en voyant que ça amenait du bon pour les autres, que je me suis dit ok, j'ai réussi à retrouver ma confiance en moi pour ça. Et que ça me permet d'avancer, d'avoir fait un bachelor à l'Uni, finalement j'ai fini le bachelor, d'avoir continué d'autres études, et puis là de travailler avec les enfants j'adore, parce que du coup
je me dis, je peux leur apporter cette construction de confiance en eux, de bienveillance. Et du coup, ça, je suis trop contente. Même si, de base, je voulais être enseignante spécialisée et que je peux pas l'être, au moins, je leur apporte un autre pan, justement, la confiance en soi. Puis après, la difficulté, voilà, c'est qu'un côté. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi pour tout le monde, c'est de voir qu'on n'a pas forcément un parcours qui est tout tracé. C'est un peu aussi, en tout cas, un de mes chevals de bataille personnels. C'est pas parce qu'on a commencé à un endroit qu'il faut forcément, on n'a pas le droit de diverger, on n'a pas le droit, on peut même y revenir par un chemin détourné. Et je pense que c'est une belle illustration à travers votre parcours, de comment on peut finalement faire ce qu'on a envie de faire sans forcément devoir suivre les lignes directrices de base. Tout le monde veut nous imposer, et puis on peut prendre des chemins détournés, et que en construisant, en évoluant avec le temps, on peut arriver à ce qu'on a envie de faire. Et que c'est pas, parce que c'est souvent une inquiétude qui émerge des parents qui disent mon enfant arrivera jamais, il est dyslexique, c'est la fin du monde. C'est peut-être une autre manière de voir l'apprentissage, et peut-être plus sur la durée, et que l'école pour ça, voilà, je pense, je rebondis en fait sur l'idée que nous, avec les outils, on essaye d'amener justement la confiance dès le début, pour que l'élève qui va avoir des difficultés va pas se dire moi j'y arrive pas, j'ai une autre manière d'apprendre, et puis j'entre dans cette autre manière d'apprendre, et puis progressivement je construis mon propre chemin dans le discours, dans l'échange, dans la discussion et la bienveillance, et progressivement de gagner en autonomie. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose à ça, Svetlana. Moi, je peux juste rajouter que l'apprentissage cyclique aussi, moi je me bats aussi beaucoup pour ça. Parce que si on n'a pas compris quelque chose cette fois, c'est pas grave, on a quand même avancé un peu. Et c'est pas grave si j'ai pas atteint l'objectif, parce qu'on va refaire encore un cycle d'apprentissage qui a le même objectif. Et donc, comme ça, on apprend de manière très cyclique. Et c'est pas grave si c'est pas tout de suite atteint. Et c'est bien pour tout le monde, parce que voilà, c'est vraiment un mythe d'apprentissage linéaire. Mais en réalité, c'est bien de toujours pour tout le monde revenir en arrière, et puis gentiment progresser, parce que comme ça, c'est peut-être tout simplement un autre rythme d'apprentissage. Oui, moi j'adore. Ça me parle beaucoup, et je disais souvent j'arriverai jamais, mais en fait c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est par cette voie-là on va pas y arriver, mais il y a 15 000 autres voies, et c'est parfait, parce que du coup on les teste, ça développe d'autres capacités en nous. Moi j'ai fait 15 000 études, j'ai fait des études universitaires et tout, et maintenant je suis éducatrice de l'enfance, alors rien à voir avec mes premières études. Mais c'est pas que j'ai raté, c'est que justement j'ai essayé d'autres choses pour m'épanouir, et que alors le chemin que la société nous impose, il n'était pas fait pour moi, mais du coup j'ai réussi à déjouer avec des autres racines. Et je pense que les 10 et les enfants qui ont des troubles, c'est ça, il faut leur dire oui, alors par l'autoroute tu n'y arriveras pas, mais il y a plein d'autres petits chemins à côté, et je suis sûre que tu y arriveras, quoi. Moi, c'est pour notre bébé, s'il a des troubles, parce que franchement, il y a un panel, j'aimerais bien pouvoir l'accompagner là-dedans, puis de lui dire c'est pas grave si par l'autoroute tu n'y arrives pas, il y a tellement d'autres chemins qui enrichissent en plus. Et on peut se perdre dans un village, et en fait, c'est une révélation, puis on part dans un autre village, et que les trucs tout tracés, finalement, c'est ennuyeux, de rien. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé tester 15 000 trucs et me dire, finalement, c'est pas du tout mon truc. J'ai bien fait de passer par ce petit coin. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de conclure sur ce message d'espoir et de bienveillance, et merci de nous d'avoir participé à ce podcast de Haut en Couleur, et puis avec plaisir. On suivra avec grand plaisir la suite de votre parcours. Avec grand plaisir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Merci.